Bonjour à tous, merci à Vertical M2M de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour cette journée IoT. Alors évidemment, on va parler d'IoT, on va parler d'impact, on va parler de données et on va parler de déploiement. Donc avant de commencer, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait pour mettre un petit peu de contexte autour de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc nous, UpCity, on est vendeur de données issus d'un réseau de capteurs d'analyse d'images embarqués qu'on a conçu et qu'on fabrique et qui s'installe, comme vous le voyez ici, sur des mâts d'éclairage public. Donc le principe, c'est de faire tourner en local des algos de machine learning qui vont permettre de pouvoir traiter différents cas d'usage et d'envoyer des données aux utilisateurs qui en auront besoin et qui vont les valoriser. Donc aujourd'hui, on traite différents cas d'usage en simultané. Donc c'est tout le principe de ce capteur multi-usage, comme on l'appelle. Donc le parking, le trafic véhicule, le comptage piéton, la détection d'encombrants et les remontées de niveau sonore, donc qui ne sont pas liées pour le coup à de l'analyse d'image, mais où le capteur est équipé avec un dBm. L'intérêt d'un produit comme celui-là, c'est d'être privacy by design, c'est-à-dire que, à la différence d'une caméra, on a fait des choix techniques qui empêchent de récupérer des données personnelles. Donc en fait, la résolution de captation du capteur est très faible, ce qui fait que l'analyse se fait localement, mais même si une image sortait de façon volontaire ou involontaire, on n'a pas la possibilité de reconnaître un visage, de lire une plaque, de reconnaître une inscription sur un t-shirt, etc. Et donc ça permet de pouvoir avoir des réseaux qui sont déployés pour de la smart city, pour des usages smart city, ceux que j'ai décrits ici, et d'avoir un réseau qui soit vraiment différent de la partie safe city, comme on l'appelle aujourd'hui, où là on a besoin d'avoir de la résolution qui est extrêmement importante, de pouvoir identifier des personnes, et où on a un risque en tout cas de fuite de données si on ouvre les centres de supervision urbains à Internet, qui est extrêmement élevé. Donc l'idée, c'est d'avoir un équipement, une infrastructure qui soit dédiée à ces usages Smart City. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les dernières publications de la CNIL et les travaux en ce moment sur les caméras dites intelligentes. Ça va exactement dans cette direction. Le edge computing, donc le traitement en local, le fait d'avoir une résolution limitée et une frugalité des données. C'est-à-dire que nous, on n'envoie des données qu'à l'événement. Vous n'avez pas un flux de données en permanence. Imaginez qu'on regarde un parking de 10 places, si rien ne se passe, s'il n'y a pas de changement d'occupation pendant 2 heures, on n'avait pas de message pendant 2 heures. Donc on a une frugalité sur les données qui nous permet justement de ne pas avoir besoin de connexions très haut débit, de fibres ou de choses comme ça. On ne propose pas de solutions métiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dashboard ou d'application parking, trafic, piéton, etc. On travaille avec des experts dans ces domaines qui, eux, vont apporter de la valeur à nos données temps réel et permettre de faire des analytics, des croisements de données, de la fusion, etc., pour apporter un service vraiment pointu à la ville et aussi aux acteurs privés qui opèrent dans la ville. Et aussi, on a le dernier point, c'est aussi tout aussi important que la technologie et la façon de déployer, c'est le business model. On a un business model où on ne demande pas aux villes d'investir dans le matériel. Donc il n'y a pas de CAPEX quand on installe un système comme celui-ci. On paie uniquement à l'usage de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec un usage qui peut être le parking, par exemple, et ensuite activer au fur et à mesure, selon le demande des services, selon le demande des différents opérateurs, d'autres données qui vont aller sur d'autres endpoints et de pouvoir alimenter tout ça sans qu'il y ait un service en particulier de la ville qui ait dû porter l'investissement. Où on le sait que c'est très compliqué dans des villes qui sont assez silotées, dans certains cas, même si c'est en train de changer, de pouvoir avoir un service en particulier qui va porter cet investissement. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on fait ce capteur multi-usage et on a été confronté à des tonnes de situations différentes et dont c'est une fois qu'on a installé un système comme celui-là, quel impact ça a sur la ville? Et ça, c'est une grande question. Donc c'est parfois on y répond au feeling, c'est-à-dire que vous avez la ville qui ressent que oui, effectivement, depuis qu'on a installé le système, on a des bénéfices, on a eu des remontées des habitants qui ont dit que c'était mieux, etc. Mais ça reste toujours assez peu objectif et c'est difficile de le quantifier. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, on a de plus en plus de demandes comme ça et d'études qui sont faites, c'est des études d'impact socio-économique. C'est-à-dire que c'est un tiers qui vient avant le projet, pendant le projet, après le projet, et qui va quantifier tous les bénéfices, ou pas d'ailleurs, d'un déploiement, dans notre cas, IoT. Donc je vais vous présenter un exemple d'une de ces études qui a été faite sur un déploiement qu'on a fait dans une ville, alors qui n'est pas en France, qui est au Luxembourg, mais donc une ville de 9000 habitants, où on a monitoré 954 places de parking, on a aussi monitoré le trafic, on a 32 capteurs qui sont déployés.
Et ce qui est vraiment intéressant dans l'étude qui a été faite, c'est qu'elle a été faite vraiment tout au long du projet. Donc, au début du projet, comme tout le monde, on a eu un POC où on a installé 2 capteurs qui ont monitoré un parking. Et donc là, il y a une première étude qui a été faite. Donc l'impact, c'était l'objectif principal, c'était de réduire le trafic en centre-ville. Donc l'auditeur est venu à regarder et à poser des questions, à regarder les données de trafic, et ça n'avait strictement rien changé, rien. Heureusement, la ville, assez ambitieuse, s'est dit « Ok, c'est peut-être aussi parce qu'on a fait sur une petite zone, donc on va continuer, ça marche bien, donc on va à l'objectif final qui est d'équiper tous les parkings de la ville et on verra bien. » On équipe tous les parkings de la ville, on a le nouvel audit, et voilà les résultats. Donc encore une fois, ça ne vient pas de nous, parce que c'est vraiment un cabinet qui s'appelle Citizing qui a fait cette opération, qui a été financée par la ville pour avoir des choses concrètes et factuelles aussi à montrer aux habitants, parce qu'un déploiement comme celui-ci, le besoin de la ville, c'est de montrer de la transparence, c'est de montrer qu'on n'a pas fait un déploiement pour se faire plaisir, c'est que ça va vraiment changer des comportements, que ça va changer la facilité de circuler dans le centre-ville, donc elle avait aussi besoin d'éléments pour pouvoir le prouver. Et donc ce qui a été fait, c'est qu'ont été étudiés, donc, ce que vous voyez en bas, différents critères socio-économiques, avec des valeurs tutélaires européennes, donc c'est des choses qui sont tout à fait normées. Donc on a du gain de temps, on a les coûts évités d'utilisation des véhicules, les émissions de CO2 évitées, la pollution atmosphérique évitée, les nuisances sonores, etc. Et tout ça, c'est basé sur le fait qu'on a une réduction dans le centre-ville de 15% du trafic. Et l'analyse, le comptage, on va dire, du trafic dans le centre-ville a été fait avec les mêmes capteurs qui font le stationnement. Donc on n'a pas eu besoin d'aller mobiliser des compteurs, des tubes pneumatiques, des choses comme ça pour pouvoir faire ça. Et ça a été un peu le déclencheur aussi pour la ville de se dire, OK, un capteur multi-usage, ça a des intérêts à la fois pour l'usage principal, mais aussi pour mesurer l'impact que peut avoir le service qu'on essaie de proposer à nos citoyens. Donc là, vous avez le résultat final qui est de 1 euro investi dans le projet rapporte 23 euros de valeur collective sur 5 ans. Et donc, typiquement, aujourd'hui, tous les gros projets, que ce soit IoT ou que ce soit autre chose, le barrage de Sivins, par exemple, il y a une étude d'impact socio-économique qui a été faite. Donc tous les gros projets subissent ces études d'impact socio-économique et c'est extrêmement important. Et de façon générale, dans des déploiements IoT, ils sont extrêmement positifs. Et ça permet, encore une fois, d'embarquer tous les citoyens et tous les habitants de la ville dans des projets comme celui-là, et pas que ce soit la lubie de la mairie qui veut essayer de faire de la techno, des choses comme ça. Ça permet vraiment d'objectiver les résultats. Et de mon point de vue, se soumettre à ça, pour un fournisseur d'IoT ou un fournisseur de solutions, c'est extrêmement important. Et ça permet de prouver qu'on n'est pas juste là à déployer des choses pour déployer. Alors, ce que ça a montré aussi, c'est que pour avoir des vrais impacts, il faut des déploiements larges. Quand on a fait le POC, je vous le dis, il y avait vraiment 0 impact, ça n'avait rien changé. Donc, et heureusement, encore une fois, que la mairie a eu le courage un petit peu de continuer malgré les résultats. Mais quand on commence à parler de déploiement large, il y a plein de questions qui se posent. Et on l'a vu dans les interventions qui ont pu être faites précédemment. Vous avez des questions assez classiques, c'est comment j'installe, la maintenance, est-ce que je vais avoir plusieurs fournisseurs que je vais devoir mettre ensemble, est-ce que chaque fournisseur a son cloud, donc il faut que je fasse attention avec les SLA de tout le monde, etc. Donc c'est des questions assez classiques. Et maintenant, on rajoute une couche assez récente avec des questions sur la souveraineté, la scalabilité, le stockage, la réversibilité, la souveraineté par exemple. Donc c'est un mot maintenant malheureusement qui est un peu galvaudé parce qu'on veut être souverain dans tout. Mais quand on parle d'IoT et de données, nous on a des clients maintenant qui nous demandent que l'intégralité du back-end de gestion soit dans leur infrastructure. C'est-à-dire que c'est pas dans notre cloud, c'est pas dans notre choix de cloud, c'est dans leur infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, c'est pas un data center, c'est un cloud privé. Je prends l'exemple de Monaco. Monaco a un cloud souverain, donc toute notre solution va être installée dans le cloud souverain de Monaco. Tout ce qui est en train d'être fait, par exemple, en Val d'Oise numérique ou ce genre de choses, c'est l'idée d'avoir un cloud qui va permettre d'héberger des solutions pour des déploiements IoT qui vont être faits là. Donc ça veut dire, sous ce mot-là, se cache une complexité énorme, parce que la capacité de pouvoir installer une plateforme IoT ou data dans un cloud et d'être totalement agnostique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de dépendance à AWS, à Google Cloud en utilisant des services qui soient spécifiques à ça, c'est d'une extrême complexité.
Et donc, du coup, on a plein de choix critiques qui se posent sur comment je déploie mon réseau global en ayant toutes ces questions en tête. En plus, quand j'installe un capteur, j'empile les coûts. J'ai l'installation, c'est le coût le plus évident. J'ai la mise en service, la connectivité, je crois que c'est un sujet important où on a discuté ici sur, et notamment tout à l'heure avec SFR, sur Sigfox, ObjNews, où on se dit, bah mince, j'ai fait ce choix-là, et bon, maintenant je suis peut-être un petit peu embêté. L'entretien, la maintenance de façon générale, le support, est-ce que je dois gérer plusieurs supports de plusieurs fournisseurs? Donc, toutes ces questions-là, quand on a vu ça, on s'est dit que le capteur multi-usage, ça répondait à pas mal de ces questions, et surtout, ça mutualisait la majeure partie des étapes qu'on voit ici. Donc l'objectif avec un capteur multi-usage, c'est de mettre moins de capteurs, mais que chaque capteur apporte plus de valeur. Donc, moins de capteurs, ça veut dire que pour 5 cas d'usage, par exemple, on a une installation pour 5 cas d'usage. On a une mise en service pour 5 cas d'usage. Ça permet de mettre de la valeur dans la connectivité. Ça veut dire qu'on a la capacité de mettre plus d'argent dans la connectivité. Nous, c'est cellulaire principalement. Donc on a des abonnements M2M qui sont effectivement plus chers que du LoRa, qui sont plus chers que du Sigfox, mais qui nous permettent d'avoir une flexibilité et une garantie de durabilité du réseau qui est assez forte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sympa tout ça, mais ton capteur multi-usage, j'ai pas besoin de multi-usage partout. J'ai des endroits où j'ai besoin de monitorer 4 places de parking et le trafic, les piétons, les déchets, je m'en fiche. Donc comment on fait? Donc il y a la technologie, multi-usage, mais il y a le business model qui va avec. Et c'est peut-être même le plus important. Aujourd'hui, je vous le disais au début, on a de plus en plus de mal à faire porter de l'investissement sur des villes, et c'est normal. Et on a de plus en plus de mal à choisir quel service va porter l'investissement. Donc, pour changer ça, l'objectif, c'est que les services payent uniquement les données dont ils se servent. Imaginez un capteur installé qui fait parking et détection de déchets. Eh ben, c'est le service voirie qui va payer ces données de parking, un abonnement annuel, pas de capex encore une fois sur le capteur. Et on a le service propreté qui, lui, va acheter son positionnement d'encombrants en temps réel sur son budget. Et là, ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, ce genre d'opération, on doit avoir un système de gestion de la donnée qui soit vraiment, vraiment, vraiment efficace. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit évidemment interopérable avec tout ce qui existe, parce que le logiciel de parking de la voirie, ça va pas être le même que celui de la gestion des déchets. La gestion des déchets, dans certains cas, ils n'ont pas besoin d'avoir de logiciel. Une simple alerte en SMS ou en mail, ça leur suffit. Donc il faut être capable de faire ça. Il faut être flexible et modifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de normes, on va dire, sur les formats de données qui commencent à sortir, mais on ne sait pas trop lequel va être prépondérant. Donc il faut être capable, le jour où ça sort, de pouvoir modifier ce format-là pour être interopérable avec le reste. Il faut évidemment que ça soit sécurisé, on en a assez longuement parlé. Il faut que ce soit déployable, c'était ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir prendre cette infrastructure de plateforme de données et la mettre un peu où on veut, où on a besoin, et de ne pas être dépendant d'un fournisseur de cloud. Je pense qu'aujourd'hui, pour un fournisseur IoT, utiliser des services spécifiques IoT, qui sont top, hein, par ailleurs. Le service IoT d'Amazon, il est génial, mais il est fait pour être génial. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et si demain, on doit aller déployer quelque chose où on n'a pas ce service-là, on est fichu. Et aujourd'hui, c'est un préalable, dans pas mal de gros projets, de pouvoir avoir son infrastructure qui est directement dans un data center et un cloud client. Donc le système de gestion de la donnée, c'est extrêmement important. Ça devient même presque plus important que le capteur en lui-même. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont assez gérées, qui sont matures, où il y a eu plein de POC et de tests où on sait ce qui marche pas. Mais ça, c'est le sujet actuel de gestion de la donnée. Et c'est ça qui va faire, à mon avis, la différence dans le futur entre les différents fournisseurs d'IoT, la capacité à faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi content d'être avec Vertical M2M qui le propose, parce que c'est un sujet actuel et surtout un sujet à très court terme qui va modifier, à mon avis, le paysage IoT pour les projets importants. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je serais ravi d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là
Et si vous avez des questions, je suis tout à vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation, ou la mutualisation, Irène, mutualisation des ressources capteurs et des ressources plateformes. Il y a sans doute des questions, j'imagine, dans l'auditoire. Oui. Merci, j'en ai une toute petite. Est-ce que du coup le capteur reste abordable avec tous ses usages et toute cette technologie qui est embarquée pour mesurer différents éléments de l'environnement ? Alors, si on le vend, au début on vendait, c'est-à-dire qu'on passait par des intégrateurs, on vendait le capteur et on le vendait. Quand on le vend 875 €. Je vous dis le prix, voilà. Aujourd'hui, on fait plus ça du tout. C'est-à-dire qu'on a compris que ça marchait pas parce qu'il fallait que quelqu'un porte l'investissement. Et ça n'existe pas. Enfin, c'est très compliqué. Donc sur les très gros projets, ça marche. Hein. On a gagné des appels d'offres, notamment vertical sur les JO 2024, tout ça, pas de problème. Mais nous, notre cible, c'est les villes moyennes. Et les villes moyennes n'ont pas la possibilité de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est que c'est UpCity qui prend le risque de commercialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vendre à... je prends l'exemple, on vient de finir l'installation, donc il est frais dans ma tête, on vient de finir Dijon. Donc Dijon, on fait 50 capteurs dans le centre-ville. Il y a des capteurs qui font 2 cas d'usage, d'autres qui font 3, d'autres qui font 4, d'autres qui font 1, etc. La ville ne paye uniquement que ce qu'elle utilise. Derrière, nous, notre pari, c'est de dire qu'une fois qu'elle aura commencé à utiliser ces données, elle va déjà en avoir besoin d'autres, parce qu'il y a des endroits où on voudra avoir le comptage piéton parce qu'on a un événement particulier, parce qu'on a un chantier, parce qu'on a des choses comme ça. Et surtout, et c'est le cas dans d'autres villes, on a des tiers privés qui souhaiteraient avoir accès à ces données, où là, l'idée, c'est, avec la ville, de pouvoir leur fournir des données pour améliorer, par exemple, leur contrat de DSP. Je pense à de Richebourg ou des gens comme ça qui ont besoin d'avoir des informations sur la présence de déchets ou de choses comme ça. Donc l'idée, c'est on installe le système, on a un budget qui est complètement compatible avec le budget de la ville, et ensuite, on continue à vendre des données et à la ville et aux opérateurs qui agissent dans la ville. Et donc c'est comme ça qu'on le vend, et ça reste du coup abordable par utilisateur. Il n'y en a pas un qui porte un énorme investissement et qui dit bah, « Ok, je paye pour tout le monde, vous êtes gentil, mais... » Et donc c'est comme ça qu'on le fait, et ça marche. Et la partie upsell à des privés, c'est l'étape qu'on est en train de mettre en place. On a déjà des choses qui sont en train d'être faites. Et c'est comme ça que le projet au global sera rentable. En espérant que ça réponde à votre question. Bonjour monsieur, merci pour cette présentation assez claire. J'ai une question, mais je vais la découper en deux, donc ça fera 2 questions. Alors, la première, on va parler plutôt d'edge computing et d'hybrid cloud, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement ça, oui. Comment vous faites la maintenance du soft? Est-ce que vous avez vos propres outils ou bien des outils que vous achetez? Première question. Non, je vais répondre à celle-là pour pas l'oublier. On fait nous-mêmes notre soft. C'est-à-dire que nous, on a fait la partie edge computing, donc c'est nos algos, et on a la partie gestion IoT au sens matériel, donc mise à jour à distance, échange de clés, enfin la totale, où nous on a développé un back-end qui permet de gérer ça. On a benchmarké ce qui existait sur le marché pour pouvoir faire ça. C'était pas assez flexible pour notre usage, et quand on a commencé à le faire, il y avait moins de choix aussi, mais on aurait pu prendre, je sais pas si ça vous parle, mais des softs comme Balena, des choses comme ça, on aurait pu faire ce genre de choses, mais on a préféré justement le faire en interne pour avoir vraiment la flexibilité totale de faire ça. Alors évidemment, quand je dis en interne, on utilise une masse d'outils open source sur notamment la gestion des clés avec Vault ou des choses comme ça, mais par contre c'est nous qui avons développé notre plateforme pour être vraiment pour dépendre le moins possible en tout cas de solutions commerciales. D'accord. Et vos clients, vous leur donnez cet outil, parce que lorsqu'ils veulent tout avoir entre les mains? Ça dépend. Ça dépend de la taille des projets. Et objectivement, si on donnait notre plateforme de gestion de back-end à une ville, aujourd'hui, elle ne saurait pas trop quoi en faire. Donc nous, en fait, on a un service de supervision, c'est-à-dire que c'est nous qui opérons le parc. Donc on a la vision sur les capteurs, connectés, pas connectés, le suivi, les mises à jour, etc. Donc ça, c'est nous qui nous en occupons. Si on a un client qui peut nous distribuer, par exemple, il aura accès à cette plateforme et il pourra gérer son propre parc. Je prends l'exemple qu'on a en ce moment. On fait un déploiement aux États-Unis. Les États-Unis nous ont dit votre back-end, super, mais par contre,
votre back-end pour les capteurs US, il est aux US. Et notre distributeur va avoir accès à notre dashboard pour avoir la gestion des capteurs et pouvoir l'interfacer aussi avec sa solution d'asset management. Donc, on peut donner accès, mais pas ça n'a pas beaucoup de sens projet par projet. C'est plus si on a un intégrateur ou un gros distributeur. Merci. Donc c'est du conteneur derrière. Ouais. On est bien d'accord. C'est un cluster Kubernetes déployable. Oui. L'autre question, c'est lorsqu'on parle de vidéo, d'images, d'algorithmes, que ce soit de deep learning, de machine learning, donc un edge computing peut-être n'a pas la capacité de calcul suffisante. Est-ce que vous faites de l'hybride cloud? Dans ce cas-là, on aura peut-être besoin de l'AWS ou autre Non, pas d'hybride cloud pour la partie analyse. L'analyse, elle est en interne pour des raisons légales futures, je dirais, parce qu'il n'y a pas de loi encore, mais par contre, quand elle va sortir, ça va être radical. Donc non, tout le traitement est en interne. On a fait toute notre expertise, nous, en edge computing, c'est d'être capable de faire tourner les algos là à 12 images par seconde et de consommer moins de 3 watts. C'est ça. Et là, je le dis, ça prend 10 secondes, mais c'est extrêmement compliqué. Et moins de 3 watts pour plein de raisons. C'est l'éclairage connecté, les connecteurs Zaga par exemple, on a une limite à 3 watts. Donc c'est-à-dire que si on veut se mettre là-dessus et pas avoir de problème d'alimentation, c'est 3 watts. Dans la plupart des cas, on a des alimentations qui sont uniquement la nuit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un kit batterie qu'on a développé d'ailleurs et qu'on met en pied de main. Donc on ne peut pas avoir des batteries gigantesques et on limite ça au maximum. Donc on a une consommation qui est réduite. On fait des énormes efforts pour avoir des bonnes performances avec une puissance de calcul qui est effectivement limitée. Mais encore une fois, pour les cas d'usage qu'on traite, Smart City, on n'a pas besoin d'avoir des résolutions gigantesques, on n'a pas besoin, dans certains cas, d'avoir du temps réel. Pour le parking, c'est du temps réel, pour le trafic, c'est du temps réel, pour le déchet, si on fait une inférence tous les 3 minutes pour savoir si on a des encombrants qui ont été déposés sur le trottoir, c'est pas un énorme sujet. Donc on a des sujets de priorisation de données, on a des sujets, il y a du temps réel, il y a du moins temps réel. Et donc c'est tout ça qui fait l'expertise en tout cas de faire ça. Mais Hybrid Cloud, on ne le fera pas parce qu'on ne veut absolument pas transférer aucune image. C'est absolument interdit. Et si on le faisait, je vous dis, ce qui est en train de sortir de la CNIL, on serait complètement à côté des clous. Merci. Merci pour la présentation que j'ai trouvée très inspirante, notamment sur le business model. Je me posais la question de la réplicabilité sur d'autres marchés. Alors vous appelez UpCity, donc j'imagine que ce n'est pas la stratégie aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez que cette philosophie-là et cette approche de l'IoT, elle peut s'appliquer à d'autres verticaux? Alors oui, on s'appelle UpCity, mais on ne fait pas que du city. Avant on s'appelait ParcoView et on faisait que du parking, on a changé, mais maintenant ça ne va plus non plus. Donc, on va rester comme ça. On fait du retail aussi. On fait du retail et on commence à faire de l'industrie. Industrie, mon sentiment, compliqué le business model là. On est beaucoup sur des budgets d'investissement. Pour le retail, oui. Pour le retail, on est en train de voir comment répliquer justement ce business model là avec des flux de données sur les utilisateurs, avec différents utilisateurs et des partages de données qui ne sont pas uniquement pour le retail. Donc j'ai le sentiment qu'on pourra avancer sur le retail. Pour l'industrie, j'y crois pas trop encore, mais des premiers échanges qu'on a, ça paraît plus compliqué que sur les verticales ville et retail. Alors moi, juste une question sur la souveraineté. Ouais. Est-ce que, Jean-Baptiste, tu confirmes ou tu confortes l'idée que cet aspect-là est important dans les décisions et dans les cycles de décision des territoires, des collectivités? Alors malheureusement, il est plus décisif dans d'autres pays qu'en France. Mais maintenant, c'est une demande quasi immédiate. Donc, les premières questions qu'on a, c'est privacy de façon générale, c'est comment c'est géré, RGPD, etc. La deuxième, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, encore une fois, c'est assez concret. Parce qu'il peut y avoir des choses un peu fumeuses sur la souveraineté, mais là, la question, elle est très concrète. C'est les données, je veux qu'elles soient hébergées chez moi. Je veux que vous fassiez vos mises à jour quand je le veux et je veux pas que vous ayez accès à votre système en permanence. Voilà. Et j'ai un kill switch si jamais je veux tout arrêter. Je ne suis pas dépendant d'un truc que je peux pas contrôler. Encore une fois, sur les gros projets, les gros projets IoT de déploiement, ça devient indispensable. Enfin, c'est quasiment dans tous les appels d'offres maintenant. On parlait des JO, on parlait de voilà. Ça va devenir, je pense, un préalable absolu partout.
Mais il faut attendre que les territoires aient cette capacité-là. Alors, déjà, la capacité matérielle, le data center et le cloud. Enfin, attention, je fais bien une différence entre data center et cloud. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour s'installer, on demande juste d'avoir un cloud avec Kubernetes. Mais quand on a dit ça, il faut dire qu'il faut avoir des gens qui soient formés à ça, des gens qui soient capables de le maintenir. C'est pas neutre. Et donc ça, c'est en train de se faire. Il y a pas mal de territoires et de syndicats numériques qui sont en train de le faire. Et une fois que ça se sera mis en place dans toutes les régions, ce sera évident que les déploiements ne pourront pas se faire autrement qu'en ayant le back-end installé dans l'infrastructure de la région. Donc je dis région, ça peut être département, pour les villes, ça peut être grosse ville, mais bon, à une maille en tout cas géographique assez large. Donc j'ai le sentiment que le faire aujourd'hui, on est peut-être un poil en avance. Mais quand on voit la difficulté que c'est à maintenir ça et à avoir quelque chose de vraiment scalable et de pouvoir l'installer, de pouvoir le maintenir, d'avoir des mises en production qui puissent vraiment mettre à jour tout ça de façon automatisée, vaut mieux s'y prendre à l'avance parce que le jour où ça va arriver, ça sera vraiment trop tard pour se poser la question. Mon avis. Non, mais chez Vertical M2M, on te rejoint puisqu'on a aussi une approche d'architecture Kubernetes aussi, container, qui permet effectivement de se déployer dans les clouds, en Edge, dans différentes architectures, parce qu'effectivement on est conscient du fait qu'il y a la localisation des données, il y a l'accès à ces données, et donc il y a toutes ces questions-là qui se posent selon les territoires qu'on adresse, les pays, les zones géographiques. On va être soumis à des contraintes de plus en plus fortes liées RGPD-like, j'en suis sûr. Dans les différents pays. Ok, est-ce qu'il y avait une dernière question pour finir? Alors on va en prendre une parce qu'on ne va pas pouvoir... Mais après, vous pourrez prolonger la discussion. Oui, dans de nombreuses villes, il y a déjà des réseaux de caméras de vidéosurveillance. Ouais. Est-ce que vous envisagez l'interopérabilité avec ces systèmes-là? Non. Pas du tout? Jamais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de boîtes de soft qui font de l'analyse vidéo sur des flux vidéo de vidéoprotection. Mon point de vue, et qui est celui de la CNIL aussi maintenant, c'est que si vous voulez faire des analyses comme ça dans un centre de supervision urbain, vous pouvez. Mais si vous voulez utiliser ces données pour aller les rendre interopérables justement avec des softs, avec une appli de parking ou je ne sais quoi, ça veut dire que vous allez ouvrir votre CSU à Internet. Et ça, c'est un risque majeur de sécurité parce que ça donne accès, pas de façon évidente, mais ça donne accès à une entreprise privée, à des flux, on parlait de 4K tout à l'heure, des flux d'une qualité exceptionnelle. Vous ne savez pas ce qu'il y aura dans le flux sortant de données qui va sortir. Ça peut être concaténé, ça sera du SSL. Enfin, vous n'avez aucune idée de savoir si c'est des données de comptage ou si c'est une image qui est hachée. Je pense que utiliser le réseau de vidéoprotection pour faire de l'analyse, ça doit être utilisé pour faciliter le travail des agents assermentés qui sont dans le local du CSU. Et c'est leur remonter des alertes en disant... Il y a une bagarre ici, il y a un accident, il y a un truc pour focaliser l'attention et pas rester devant un mur d'écran à regarder toute la journée ça. Mais ouvrir le CSU à Internet pour faire des usages Smart City, c'est un risque de sécurité majeur, tout le monde le dit, et c'est pour ça que nous, on ne va pas se positionner là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'est con, vous êtes en train de doubler l'infrastructure avec d'autres caméras. Alors mais la différence, c'est qu'on a des caméras qui sont limitées techniquement, et encore une fois, c'est marrant parce que nous, voilà, le capteur, c'est un 0,3 mégapixels. C'est-à-dire que vous avez des images en 640 par 480 qui sont à 10 mètres de haut. C'est-à-dire qu'un chiffre de plaque, c'est 0,5 pixels. Et un visage, c'est 1 pixel. C'est-à-dire que même avec l'amélioration des algos, physiquement, vous avez l'image qui est dégradée par essence. Donc on double l'infrastructure. Mais on double l'infrastructure parce qu'on en a une qui est hyper interopérable, hyper ouverte, où on peut l'envoyer des données partout et qui va permettre de lancer plein de nouveaux services dans les villes. Et l'autre qui est sécurité, où il faut qu'elle reste sécurité. Donc voilà, c'est le grand débat en ce moment. Là, ce qui est en train de se faire avec la CNIL, justement, c'est le fait de dire que les caméras ont été installées pour un usage sûreté à la base, et c'est pas pour ça qu'on doit autoriser des algorithmes à tourner dessus, et encore moins à les ouvrir sur Internet. Donc c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, bon ok, bah oui, j'ai des caméras, autant y aller dessus. Mais il y a ce sujet-là qui est quand même hyper important. Et l'idée, c'est de ne pas regretter demain, de dire, merde, j'ai ouvert mon CSU, et puis en fait, je me rends compte qu'il y a un mec qui a fait du dataset. Il s'est passé ce qui se passe avec Clearview aux US et en Italie, où ils ont récupéré un dataset de visage avec les réseaux de caméras.
Voilà, après ça, là, pour le coup, c'est plus des choix techniques, c'est des choix un peu de société, et il faudra forcément légiférer là-dessus. Merci Jean-Baptiste.